Gouvernait l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Quatrième partie, les modes de gouvernement. Chapitre 1. Le gouvernement par correspondance, par Michel Christol. Les communications entre le cœur du pouvoir et les provinces, la transmission des nouvelles en direction des lieux de pouvoir, l'examen des aspirations des habitants et des communautés, constituèrent un défi de long terme qu'eurent à relever ceux qui dirigeaient les affaires. Le Sénat, les magistrats et les pro-magistrats à l'époque républicaine. Les princes qui assumèrent ensuite le destin de l'Empire romain. C'était une nécessité pour toute domination qui se réalisait sur un espace étendu, celle des Perses ou bien celle des États issus de la conquête d'Alexandre le Grand. L'Empire romain semble être allé plus loin que ses prédécesseurs. En la matière, le long principat augustéen, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, joua un rôle décisif dans l'élaboration et la mise en place des structures de gouvernement, sans renoncer à faire évoluer toutes celles qui faisaient encore la preuve de leur utilité. Grand 1. Améliorations et aménagements. Grand A. Les infrastructures routières. Le développement de la conquête s'était accompagné d'aménagements routiers. Le réseau des routes militaires permettait le contrôle des espaces provinciaux et la transmission des nouvelles. L'œuvre augustéenne fut celle de l'extension systématique du réseau, avec des projets de longue distance. Par exemple, en péninsule ibérique, la route d'Auguste, Via Augusta, qui de Carthagène allait jusqu'à l'océan, et les mythiques colonnes d'Hercule au détroit de Gibraltar, ou bien, au cœur de l'Asie mineure, une autre grande route de même nom, dont le tracé enserrait les zones montagneuses, toujours prêtes à la dissidence. Entretenues par les cités provinciales traversées, sur qui pesaient les prestations nature, elles étaient jalonnées de bornes militaires, qui signalaient aux passants la personne détenant l'autorité dominante dans l'État. C'était un moyen commode d'affichage et de représentation du prince. Le réseau ne cessa de s'étendre. S'esquissa sous Néron, de 54 à 68 pour son règne, une longue transversale depuis les rives du Rhin jusqu'au détroit et Byzance, puis de la région de Nicée et de Nicomédie jusqu'aux portes de Cilicie, par où l'on gagnait Antioche et la Syrie. À ce moment-là, en Thrace, les bornes militaires indiquèrent qu'on avait construit des étapes routières avec tous les équipements pour que les voyageurs officiels puissent disposer de bêtes de remonte ou de traits, et de moyens d'interrompre le trajet par une halte et du repos. On les dénommait hôtelleries, tabernae, ou bien résidences gardées, praetoria. Par la suite, c'est le mot de poste de garde, statio, qui devint courant, ce qui signifie qu'on tenait à assurer la sécurité des déplacements en installant quelques soldats à des emplacements réguliers, alors que le mot mansio mettait en valeur la notion de lieu d'accueil et celui de mutatio, celle d'étape. Un autre héritage de l'époque augustéenne fut l'institution au centre de l'empire d'un responsable dépendant du prince, le préfet des véhicules. Il devait superviser le fonctionnement du service qui garantissait le bon cheminement des nouvelles entre centre et périphérie. Par la suite, au IIe-IIIe siècle, apparurent des services plus décentralisés, par exemple dans les trois provinces gauloises de Lyonnaise, d'Aquitaine et de Narbonnaise. Suétone, biographe de César, met en valeur le rôle d'Auguste. S'il insiste, avec des détails instructifs, c'est que, de son temps, les résultats acquis caractérisaient le fonctionnement de cette institution, notamment la dense répartition des étapes, garantissant la parfaite exécution des voyages. Sa connaissance est toutefois celle d'un procurateur de l'empereur qui, sous Adrien, de 117 à 138, dirigea le service de la correspondance officielle, ab epistulis, dont le fonctionnement reposait sur l'efficacité du service d'état de circulation des officiels et des nouvelles ou cursus publicus. Grand B, les estafettes, courriers et correspondances officielles. La circulation des nouvelles recourait à des soldats ou à un personnel dans l'orbite des responsables provinciaux. Leur dénomination variait, la figure du courrier étant remplacée par celle du soldat porteur de lettres qui, à l'occasion, recevait des missions plus complexes. On peut néanmoins trouver des canaux plus spécifiques dans des circonstances particulières. En 69, la nouvelle du soulèvement des armées de Germanie parvint à Rome par une lettre du procurateur de Belgique qui avait dû cheminer par une voie particulière. Sur les routes, ceux qui portaient les nouvelles devaient aller de leur point de départ au point d'arrivée. Ils disposaient d'un ordre de mission donné par l'autorité qui les avait désignés. Cette pièce garantissait les prestations prévues, notamment la remonte des animaux ou la fourniture des véhicules. Comme l'explique Pline le Jeune, au début du IIe siècle, chaque gouverneur disposait d'un certain nombre de documents. Grand C. Cités et provinces, le gouvernement par correspondance. Les cités et les assemblées, qui se réunissaient
au niveau provincial, produisaient leur lot de documents officiels. Elles prenaient des décrets. Entité de base de l'Empire romain, elle dialoguait avec les autorités romaines présentes sur place, avec le pouvoir impérial ou avec le Sénat, lieu traditionnel de confluence des ambassades. Les annales de Tacite sont rythmées par la mention de visites effectuées à Rome par des délégations de cités grecques ou de provinces plus diverses. Il s'agissait d'ambassades traitant d'affaires exceptionnelles. De manière plus ordinaire, il y avait des actes de gouvernement qui faisaient l'objet d'informations adressées aux princes depuis les provinces. Le rôle d'intermédiaire joué par le gouverneur était alors essentiel, comme le montre l'exemple de Pline le Jeune en Pont-Bithynie vers 111-113. Cela a permis à Fergus Millard d'évoquer le thème du gouvernement par correspondance. Ce sénateur, proche de Trajan, qui régna de 98 à 117, transmettait à l'empereur autant des informations routinières sur la province que ses réactions face aux questions qu'il devait régler. Ce n'était pas une excessive prudence, mais la manière la meilleure d'accomplir le métier de gouverneur, car en retour il obtenait de l'autorité impériale, soit l'acquiescement, soit les informations nécessaires pour régler les problèmes compliqués, par exemple l'attitude à tenir face aux chrétiens. Tous les acteurs du jeu politique, reliés par la correspondance, concouraient à la même finalité, apporter au gouvernement de l'Empire les meilleures solutions. Qu'il s'agisse de conflits entre cités ou entre personnes, de problèmes d'organisation municipale, de la complexité d'établir le droit, etc. Le rôle du gouverneur, tel que le présente Pline le Jeune dans la correspondance avec Trajan, était d'effectuer d'abord la présentation la plus claire du problème, et parfois de proposer une solution. Il fallait parfois ajouter à la lettre des éléments du dossier qui avaient fait débat ou accompagné son déroulement. C'étaient des pièces jointes qui suivaient le même trajet que la lettre. Le prince répondait à ces sollicitations. Si la solution entrevue par Pline le Jeune était jugée la meilleure, elle lui était retournée avec la mention de l'acceptation. La volonté du prince s'était exprimée et s'imposait à tout interlocuteur du pouvoir. Parfois, la solution requérait davantage d'examen. C'était l'occasion d'exprimer de nouvelles manières de régler le sujet. À cette étape du gouvernement par correspondance, le prince devenait législateur ou créateur du droit, en utilisant les compétences de son entourage. Toutefois, le quotidien de ces relations était diversifié, car tout ne passait pas par le gouverneur. Parfois, même pour des communautés provinciales, les demandes empruntaient des voies particulières. Toute personne côtoyant le prince pouvait être un intermédiaire efficace, tel le soldat qui transmit la demande du village établi à Scaptopara en Thrace, au temps de Gordien III, de 238 à 244, ou bien le personnage qui présenta à Philippe l'Arabe, en 244 à 249 pour son règne, la pétition communiquée par les habitants d'un petit village de province d'Asie proconsulaire, les Zaragueni. Dans les deux cas, l'empereur avait opté pour la même solution, estimant que le gouverneur était le mieux à même d'évaluer la situation locale. La réponse ou rescrit fut gravée au début ou à la fin du texte de l'inscription défendant les droits de ces communautés. Grand 2, les institutions et les hommes. Grand A, le prince et son entourage. Dans la forme, qui certifie l'aspect officiel des documents conditionnant l'efficacité des décisions, le prince ou le collège impérial, s'il y a plusieurs souverains, comme ce fut le cas au IIIe-IVe siècle, agissent avec des conseillers de leur entourage. Ne pas se conformer à cet usage, c'est se comporter en tyran, et s'exposer à la critique sinon à la condamnation par l'opinion, car ce serait une déviance dans l'exercice du pouvoir. Le prince agite avec un conseil, le concilium, dont les membres donnent des avis avant qu'ils ne décident et n'adoptent la solution. Il convoque qui il souhaite, mais les hiérarchies sociopolitiques ont leur poids et les contraintes qu'impose la recherche de l'efficacité donnent rapidement de l'importance aux personnes disposant d'une compétence particulière, surtout en droit. Peu à peu, l'usage s'est fixé de réunir autour du prince des membres de l'ordre sénatorial et de l'ordre équestre, et c'est parmi ces derniers que se sont trouvés les meilleurs spécialistes du droit, capables de dénouer les difficultés posées par les cités ou les particuliers, ou de les dépasser par des solutions adéquates. Les documents relatifs à la composition du conseil impérial font état de la présence de gens issus des deux ordres, sénatorial et équestre. Et lorsqu'on découvre une liste nominative des participants, on constate qu'il s'agit bien d'un mélange de sénateurs engagés dans leur propre cursus et de chevaliers eux-mêmes parvenus à un niveau élevé de leur carrière. C'est le cas du document connu sous le nom de Table de Banaza, qui accorde en 177 la citoyenneté romaine à la famille d'un chef de tribu en Maurétanie tingitane.
À Rome, les titulaires des grandes préfectures, ravitaillement de la ville, vigiles, en plus des préfets du prétoire, étaient ainsi présents, en raison de leur influence auprès du prince. Indice que le gouvernement de l'Empire se dotait d'instruments administratifs, la présence à leur côté des responsables de services qui avaient pris de plus en plus d'importance. Les services de la correspondance et le service des requêtes. Grand B, les offices palatins. Un service de correspondance avait été établi très tôt pour réunir ce qui se rapportait aux échanges officiels. Ceux des gouverneurs sur la situation de leur province, ceux des gouverneurs qui adressaient des informations. Cette correspondance était rédigée en latin. À la tête du service se trouvait au IIe-IIIe siècle un chevalier romain appelé Ab Epistulis, ou parfois Ab Epistulius Latinis, comme Suétone. Dans la mesure où les relations avec les cités des provinces hellénophones constituaient une partie importante des affaires à traiter, une section particulière était apparue, dirigée par l'Ab Epistulis Graecis. Ce fut le plus souvent un homme de lettres de haut renom, écrivain ou orateur, qui prêtait son style aux lettres impériales. Toutefois, si l'Ab Epistulis, parfois on ajoute Latinis, devait démontrer ses capacités littéraires, il était avant tout un homme de confiance du prince, tant des sujets sensibles passaient entre ses mains. Plus encore se développa un service spécialement chargé de l'examen des requêtes et de la notification des décisions impériales, à Libellis. Il requérait de la part de son responsable et des assistants une compétence dans la connaissance du droit. Ces gens devaient être réputés par leur savoir. C'est pour eux que le terme de conseiller, consiliarius, viendrait presque définir un métier ou une activité durable, car on peut penser qu'il progressait par étapes dans ce service où s'imposaient des compétences spécialisées. Ce terme qualifie des personnages qui, à l'époque des Sévères de 193 à 235, seront parfois connus comme rédacteurs de traités juridiques ou comme des juristes d'exception ayant fait évoluer le droit romain. Parmi eux, au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle, se trouvent quelques-uns des juristes les plus renommés, comme Papinien, Ulpien ou Modestin. À l'époque tétrarchique, un autre nom émerge, celui d'Hermogénien, qui, comme quelques-uns de ses prédécesseurs, parvint jusqu'à la préfecture du prétoire. Grand C, l'itinérance impériale. Au IIe-IIIe siècle, l'activité de ces services s'articulait avec les compétences des préfets du prétoire, dont le rôle ministériel s'était constamment accru. Lorsque le prince quittait Rome, comme sous Marc Aurèle en 161 à 180, puis à plusieurs reprises sous les Sévères, ou plus régulièrement encore durant le IIIe siècle, il était accompagné de ses amis, terme qui désignait les membres de son entourage chargés de l'assister. Il y avait aussi, dans la cour qui parcourait les provinces, appelé le Comitatus Imperial, les chefs des grands services indispensables au bon fonctionnement du pouvoir. L'itinérance imposait de s'installer dans des résidences provinciales et de les transformer en capitales secondaires, surtout quand la résidence y devenait durable. Ce fut le cas sous Marc Aurèle et Lucius Verus, de 161 à 169, quand les princes se séparèrent pour quelques années, sous Valérien et Galien, de 253 à 260, sous Carus et ses fils, de 282 à 285, puis sous les tétrarches, qui finirent par s'installer dans des résidences provinciales de plus en plus permanentes, à Trèves, Milan ou Antioche. Ensuite, à l'époque de Constantin et de ses fils, de 306 à 361, et enfin au temps de la dynastie valentiniano-théodosienne, de 365 à 455. Les lieux de prise des décisions se multiplièrent, signe d'une activité de gouvernement plus décentralisée que par le passé, s'exerçant au détriment de Rome. Mais Rome n'était-elle pas où se trouvait l'empereur, comme l'avait affirmé l'historien Hérodien? Lorsque plusieurs princes portèrent le titre d'Auguste, la multiplication des résidences entraîna le dédoublement de ses services. La fondation de Constantinople fit apparaître en ce lieu, mais avec des titres ou des noms nouveaux, les institutions de l'Empire tardif. Le Conseil impérial s'appela consistoire, avec une organisation plus stricte. Les services palatins de la correspondance et des requêtes reçurent le nom de scrinia, et ceux qui les dirigeaient furent dénommés magistères, maîtres. À leur côté vint s'installer un service qui se développa jusqu'à les supplanter en prestige, celui de la mémoire, memoria. En même temps, avec la transformation de la préfecture du prétoire collégial, qui se réalisa à la fin de l'époque constantinienne, c'est désormais le maître des offices qui coiffa le fonctionnement, devenant alors un administrateur imposant aux côtés de l'empereur. Grand 3. Contextualiser la diversité des documents.
Grand A, les sources littéraires. Les documents qui permettent de prendre la mesure du phénomène qui vient d'être décrit sont multiples. Ils mettent en évidence bien des sources littéraires, en plus du livre 10 des Lettres de Pline le Jeune, qui est d'un genre particulier. Les histoires de Dion Cassius et d'Hérodien contiennent des passages significatifs. Lactance et Eusèbe de Césarée, historiens chrétiens de l'époque tétrarchique et constantinienne, transcrivent des édits impériaux, notamment l'édit de Sardique, Sofia en Bulgarie, par lequel Galère, de 305 à 311, autorisait en 311 le culte des chrétiens et décidait de leur rendre les églises. Même la collection des panégyriques latins, qui réunit des discours d'éloge, apporte beaucoup au sujet. Notamment le groupe des discours décrivant les rapports entre la cité d'Autun en Gaule et les empereurs, car on y trouve trace d'échanges qui s'expriment par des voyages, des discours de remerciement, des discours d'éloge, mais aussi le discours d'accompagnement de la remise d'une sollicitation ou pétition confiée à un gouverneur provincial lors de son passage dans la cité. C'est le discours du rhéteur Eumène, composé pour la restauration des écoles. La dernière phrase résume son intention. La plus grande et quasiment la seule récompense de ceux qui expriment des souhaits est que leurs désirs raisonnables soient portés à la connaissance divine de si grands princes. Panégyrique latin, grand 5, 21-4 pour la source. Pline le Jeune ne fait pas autre chose. Grand B, les papyrus. C'est par la papyrologie et l'épigraphie latine ou grecque qu'on dispose des documents les plus riches. Ils ont attiré dans les dernières décennies toute l'attention des historiens et des juristes. La papyrologie ne cesse de livrer une riche documentation qui, au-delà des autorités provinciales d'Égypte, surtout le préfet qui est l'intermédiaire privilégié, implique le pouvoir central. Après un édit impérial sur la renonciation à la perception de l'or coronaire, attribué parfois à Julien en 361-363, mais qui concerne très vraisemblablement l'avènement de Sévère Alexandre de 222 à 235, il faut mentionner l'édit du préfet Aristius Optatus, qui explicitait, comme devait le faire un gouverneur provincial, les modalités du recensement qui, en 297, allait s'engager à l'initiative des tétrarques. Dans la province de Syrie, où la documentation était sur parchemin, le dossier dit des papyrus du moyen Euphrate montre les va-et-vient entre les échelons de la justice provinciale jusqu'à Antioche, au milieu du IIIe siècle, lorsque de sérieuses menaces perses ont obligé le pouvoir romain à remanier l'organisation provinciale. Grand C, les inscriptions. Les sources appartenant à l'épigraphie latine ou grecque jouent un rôle essentiel, car les découvertes liées aux fouilles ont livré des documents essentiels. Les supports sont la pierre ou le bronze. Le bronze était un des métaux de l'affichage en lieu public ou privé, mais il a souvent disparu par la refonte. Néanmoins, à côté des diplômes militaires, des copies personnalisées, des constitutions impériales organisant la mise en congé des soldats au terme de leur service, on dispose de textes officiels relatifs aux privilèges des soldats. Un des plus originaux provient du camp de Brigetio, en Pannonie inférieure, et un nouveau témoignage provient d'une autre province, du bas Danube, montrant que le texte avait une portée assez ample en 311, au moins dans le domaine de Licinius, en 308-324. Il avait été adressé à des responsables de haut niveau, gouverneurs de province ou responsables du recensement, prétendument. Il s'agit de documents qualifiés de copies d'une lettre impériale. Leur affichage s'est accompagné de l'élimination des parties jugées inutiles, ce qui fait entrer immédiatement dans le vif du dispositif juridique, mais sa datation finale a été conservée. On confiait aussi à la pierre le soin de garder la mémoire des rapports avec les autorités, en assurant l'affichage. À côté des édits des gouverneurs, des lettres impériales, dont la réception honorait une cité. Les villes d'Asie mineure y voyaient un moyen de s'affirmer, tant était vive leur rivalité. Des murs d'archives y ont été ainsi retrouvés et placent devant les yeux des copies de textes officiels. À Éphèse, la capitale provinciale, et à Aphrodisias, cité amie et alliée des Romains, de tels lieux ont conservé une documentation d'une grande richesse. Ces documents souvent répondent à des demandes qu'on qualifierait de nos jours de protocolaires. Par exemple, lorsqu'à l'avènement du prince, on sollicite confirmation des privilèges, ou bien à l'occasion d'un grand événement, tel une victoire. On affirme la fidélité au vainqueur, en espérant qu'il sera bienveillant et décisif lors des compétitions entre cités. Il y a aussi publication de documents se rapportant aux grandes questions du gouvernement de l'Empire, dont quelques-uns ont été préservés. À Aphrodisias furent affichés en 301 deux édits impériaux de portée générale, une copie d'un édit sur la réglementation de la valeur des monnaies, puis une copie de l'édit du maximum. Ce dernier montre comment se présentait un document officiel, ici un édit,
mais il en allait plus ou moins de même pour une lettre. En tête du document se trouvait l'intitulatio, constitué par la titulature officielle du détenteur de l'autorité impériale ou l'énoncé des membres du collège impérial, dans un ordre protocolaire. Cette énumération s'achevait par les termes qui permettaient de définir le document. Le verbe dire, dicere pour un édit, alors que pour une lettre, il y avait la formule de salutation adressée au récipiendaire. Ensuite venait le préambule, souvent long, fait de considérations générales, où s'exprimait une justification de la politique impériale. Il était rempli des mots et des notions du pouvoir, en particulier les vertus impériales de clémence, de piété, etc. Après ce préambule apparaissait le dispositif, dispositio, plus technique dans ses contenus, car il s'agissait d'établir la norme à respecter. Enfin, on trouvait les formules finales, avec la date et le lieu d'émission. Un autre document riche d'informations provient aussi d'Asie mineure, c'est le dossier relatif à l'élévation du bourg d'Orcistus au rang de cité, vu du côté des provinciaux. En tête a été gravée la décision de Constantin, de 306 à 337 pour son règne, à l'issue de l'examen de la demande, la petitio. Suit la lettre adressée au préfet du prétoire, Ablabius, qui développait les motivations de la décision positive, puis advient la copie de la pétition. Enfin apparaît une nouvelle réponse aux habitants, mais plus tardive, signe que l'affaire avait eu des suites administratives. On peut ainsi relever combien intervenaient montages et remontages des documents, ainsi que la diversité des solutions retenues. Grandet, rescrits impériaux et codification du bas empire. On ne saurait omettre la documentation juridique des grands recueils composés au 5e et 6e siècle. Le code théodosien, le code justinien et le digesté. Il prenait la suite du code grégorien et du code hermogénien, composés à l'époque tétrarchique. Ils conservent la trace de rescrits, comme les deux codes précédents, et font entrer des rescrits dans la matière, qui est présentée de manière ordonnée. Les rescrits sont les réponses écrites placées sous le nom des empereurs et préparées par le service à libellis, puis débattues par les membres du conseil impérial. Ils faisaient l'objet d'affichage public. Une copie était transmise au demandeur. Il pouvait être affiché à nouveau sur le lieu de l'origine de la demande, un village, une cité, ou même le domaine rural d'un personnage important. En Asie proconsulaire, on trouve l'affichage de rescrits relatifs aux protections données aux biens des sénateurs. Dans cette province, tout comme en Afrique ou ailleurs, ont été préservées des plaintes de communautés villageoises, faisant tout pour se protéger contre les empiétements des soldats ou contre leurs exactions, lorsqu'ils circulaient dans la province. Le texte de la pétition est donné, ainsi que la réponse impériale. Conclusion. Tout ceci constitue une documentation sur le quotidien du travail de l'empereur et de son entourage, car il était nécessaire d'être attentif aux sollicitations des individus et des collectivités. Il fallait leur témoigner de la bienveillance et de l'attention, la pietas envers les citoyens, surtout en cas de difficulté. Des habitants de l'Empire et de ses cités aux autorités, répartis entre les divers échelons du gouvernement de l'Empire, puis en retour de celle-ci aux pétitionnaires et aux cités provinciales, telles étaient les modalités du gouvernement par correspondance, et les fruits documentaires qui en résultaient faisaient intervenir aussi, dans leur quotidien, tant l'entourage de gouvernement auprès du prince, pour réagir aux demandes venues d'en bas, ou pour faire connaître les intentions venues d'en haut. À l'arrière-plan du gouvernement par correspondance se trouvait une monarchie administrative, dont le fonctionnement s'appuyait sur des structures institutionnelles fermement établies. Une participation de groupes rompus à l'exercice de la pratique juridique, c'est-à-dire détenteurs de savoirs spécifiques, des usages dans lesquels l'emportait la culture de l'écrit et la mise en place d'une documentation archivée. C'est ce qui assura, à plusieurs reprises, les fondements des entreprises de compilation juridique destinées à faciliter le gouvernement de l'Empire. Chapitre 2. Gouverné par les inscriptions, par Pauline Cluzel. Les inscriptions constituent une des sources privilégiées pour comprendre l'administration de l'Empire romain. Deux raisons l'expliquent. D'une part, gravées dans le métal ou la pierre, les inscriptions ont connu une meilleure conservation que des documents au support plus périssable, comme le papyrus ou le bois. D'autre part, elles constituaient un double canal de gouvernement de l'Empire. En effet, à leur rôle premier de transmission de l'information entre le pouvoir central et les provinces, s'ajoutait une fonction de manifestation concrète du pouvoir impérial à travers leur simple présence dans l'espace public et la commémoration des honneurs qu'avaient reçus les acteurs des différentes strates de l'administration. Les inscriptions
était aussi révélatrice de problématiques transversales liées à la gestion d'un empire marqué par la coexistence de nombreuses langues, la superposition de plusieurs strates décisionnelles et une polarisation croissante entre Orient et Occident. Grand 1. Gouverner. Grand A. Une logique d'affichage. En tant que support textuel destiné à être affiché et vu, les inscriptions constituaient un outil essentiel au service des différents acteurs de l'administration. À l'échelle provinciale, elles témoignaient des différentes actions des gouvernements et du pouvoir central dans la gestion concrète de la vie de la province. Elles répondaient, du reste, à des logiques de mise en œuvre différentes de celles de la documentation papyrologique. Tandis que cette dernière permettait de comprendre les processus mis en œuvre dans l'administration, les inscriptions fixaient leurs résultats, les décisions qu'on avait choisi de rendre publiques pour une plus ou moins large communauté. Cet état de fait conduit à une forte disparité entre les provinces, en raison de traditions épigraphiques différentes, et surtout nous amène à raisonner sur un corpus nécessairement partiel, qui ne rend compte ni de l'intégralité des décisions prises, ni de la totalité des actes administratifs engagés. Grand B. Légiférer. Que ce soit les senatus consultes adoptés par le Sénat, les édits émanant du prince ou bien les rescrits par lesquels il répondait à des pétitions qui lui étaient adressées par des provinciaux ou aux questions posées par un représentant du pouvoir romain dans les provinces, les textes juridiques étaient susceptibles de faire l'objet d'une inscription s'ils étaient destinés à un affichage public. Les inscriptions permettaient aux populations concernées, dans les provinces, de prendre connaissance des décisions prises et des actions engagées par le pouvoir. Un même texte pouvait ainsi se voir publié sur bronze ou sur pierre dans plusieurs provinces. C'est le cas, par exemple, du Senatus Consulte réglementant le financement des jeux de gladiateurs, adopté en 177 sous Marc Aurèle, qui régna de 161 à 180, et dont on a trouvé une copie à la fois à Italica, dans la province de Bétique, et à Sardes, dans la province d'Asie proconsulaire. Être le relais des décisions prises à Rome était l'une des fonctions dévolues aux gouverneurs ou aux dirigeants des communautés locales. Les gouverneurs n'étaient en effet pas les seuls en charge de l'affichage et de la publicité des lois et les réglementations édictées par Rome. Il revenait souvent aux autorités locales de diffuser les informations importantes. Il était du reste également possible pour les communautés de recourir directement à l'empereur pour dénoncer les agissements des autorités provinciales. C'est ce qu'illustre le rescrit de Commode, 161 à 180, répondant à la pétition de Colomb d'un domaine impérial, le Saltus Brunitanus en Afrique proconsulaire. La pétition dénonçait la collusion entre les fonctionnaires impériaux et les conductores en charge de la gestion de la propriété. Cette situation conduisait à l'instauration, pour les colons, de corvées supplémentaires à celles prévues par la loi. Le rescrit impérial y répondit, en réduisant la marge de manœuvre du procurateur dans ce domaine. Les gouverneurs avaient enfin la possibilité de promulguer eux-mêmes des édits qui faisaient également l'objet d'un affichage. Ces textes pouvaient porter sur des sujets divers et répondre à des sollicitations de la part des communautés locales. Citons par exemple l'édit pris par le proconsul d'Asie, Lucius Antonius Albus, vers 146-147, visant à protéger les infrastructures du port d'Éphèse contre les dégradations systématiques dont il faisait l'objet. Ces édits devinrent néanmoins de plus en plus rares en raison de l'expansionnisme normatif du prince. Grand C. Arbitrer. Rendre la justice était l'une des fonctions essentielles des gouverneurs. Ces derniers opéraient de véritables tournées à travers leur province pour y tenir des assises judiciaires qui permettaient la résolution des conflits. Les décisions prises lors de ces procès ne donnaient pas systématiquement lieu à des inscriptions. Cependant, dans le cas de différends territoriaux, entre communautés ou entre particuliers, graver la sentence avait une vocation claire. Inscrire de façon tangible et pérenne dans l'espace la décision adoptée. La volonté d'affichage n'est, cependant, pas toujours le fait du gouverneur ou des autorités provinciales. Elle peut être liée à l'une des parties engagées, soucieuse de couper court à toute reprise du conflit. C'est le cas par exemple dans la cité d'Onobari, en Afrique proconsulaire, où a été retrouvée une borne faisant référence à un conflit territorial engagé entre la cité et un particulier en 120. L'inscription, vraisemblablement installée sur le lieu même du litige, rappelait et rendait visible l'arbitrage opéré par le gouverneur. Grand D équipé. La construction de bâtiments publics, mais également d'infrastructures défensives ou vières, est une des prérogatives du pouvoir, quel que soit son niveau. Les empereurs poursuivaient, dans leur capitale à Rome puis à Constantinople, un programme d'embellissement et d'aménagement urbain. Partout dans l'Empire, pouvoir central, gouverneurs et communautés locales concouraient aussi à l'équipement du territoire.
Le financement, la construction ou la rénovation d'infrastructures par les autorités provinciales étaient généralement commémorés par des inscriptions dont la vocation politique de célébration des agents de l'administration était évidente. Plusieurs bornes militaires attestaient ainsi des travaux de réfection des routes engagés par Caius Iulius Flaccus Aelianus dans le sud de la Cappadoce. Sans doute dans le cadre d'un grand programme de rénovation du réseau routier engagé pour des motifs logistiques par Septime Sévère en Asie mineure au moment des campagnes parthiques entre 197 et 199. Au-delà de leur dimension pratique, à indiquer les distances depuis le point de départ de la voie, les bornes militaires avaient une dimension honorifique qui n'a fait que se renforcer au cours du temps. Sous Constantin, de 306 à 337, la production de bornes militaires dans les provinces d'Asie mineure devint exponentielle. Ces inscriptions traduisaient une action concrète de gouvernement, la réfection et l'entretien du réseau routier, tout en participant à la célébration dynastique et politique du pouvoir romain. Élever des édifices et équiper le territoire dont on avait la charge faisait partie des attributions du pouvoir. À partir du IVe siècle, cette prérogative se partageait entre les autorités laïques et l'Église, même si la présence de cette dernière sur les inscriptions édilitaires restait marginale. L'évergétisme des particuliers, autre forme d'activité politique, se retrouvait également affiché aux côtés des fonctions exercées au cours de la carrière, dans les inscriptions funéraires des autorités tant laïques que chrétiennes. Ainsi, le document le plus précis que nous ayons sur l'activité édilitaire des autorités chrétiennes sous les Constantiniens est une épitaphe réalisée vers 340 à la mémoire de l'évêque Eugenius de Laodicea Combusta en Pisidie. Elle fait mention dans le détail de toutes les étapes de reconstruction et de décoration de l'église qu'il a supervisée. Grand 2. Mettre en scène le pouvoir. Grand A. Un outil d'intégration. Au-delà de leur pouvoir politique direct, presque performatif, puisqu'elles concrétisaient dans les provinces la parole et les décisions du pouvoir central. Les inscriptions avaient également une fonction de mise en scène de l'autorité. Elles donnaient à voir la présence romaine dans les provinces, contribuaient à son intégration dans le tissu civique local et participaient à l'intégration des communautés dans une vie politique globale à l'échelle de l'Empire. Grand B. Honoré. D'une manière générale, les agents de l'administration impériale, à quelque niveau qu'ils aient appartenu, contribuaient par des dédicaces à l'empereur et à sa famille à rendre tangible le pouvoir romain dans les territoires gouvernés. Celles-ci se multipliaient dans les cités provinciales à l'initiative des gouverneurs, ou moins fréquemment d'agents subalternes comme les procurateurs ou les personnels des bureaux. À Lepsis Magna, sur le littoral libyen, entre 202 et 205, le procurateur financier en charge du prélèvement de l'impôt des 4 revenus publics d'Afrique fit élever avec les membres de ses bureaux, des esclaves et des affranchis impériaux, une dédicace à Plotia, épouse de Caracalla de 211 à 217, l'inscrivant dans l'espace de la cité. Toutefois, cette représentation honorifique concernait également d'autres niveaux de l'administration, et pouvait aller parfois jusqu'à la théâtralisation du pouvoir dans sa dimension collective et hiérarchique. C'est ce dont témoigne l'inscription liste élevée par le proconsul de Macédoine, Publius Anteius Orestes, accompagné de tout son entourage en 165 pour commémorer son initiation au sanctuaire des grands dieux sur l'île voisine de Samothrace. En mettant en scène sa participation au culte, l'autorité provinciale montrait qu'elle participait à la préservation de la Pax Deorum et s'inscrivait en tant que collectivité dans un paysage religieux de l'Empire. Grand C. Être honoré. Les agents du pouvoir étaient également l'objet d'hommages de la part des notables ou bien des communautés locales. Ces hommages confortaient l'intégration au niveau provincial du pouvoir romain en contribuant à rapprocher populations locales et administrateurs venus de Rome. Les cités pouvaient décerner des hommages et des honneurs aux agents provinciaux et en particulier aux gouverneurs. Il n'était pas rare de voir des membres de l'administration provinciale honorés du titre de patron par des cités, qui en attendaient aussi, en échange, faveurs et protections. Ces honneurs fréquents dans les provinces d'Orient comprenaient également des titres décernés par un vote et faisant l'objet d'une monumentalisation par la mise en place d'inscriptions qui participent à l'écriture de l'histoire civique des communautés. Par ce biais, les agents du pouvoir romain devenaient de nombreux bienfaiteurs, sauveurs ou fondateurs des cités, aux côtés des principaux notables et magistrats municipaux. Le pouvoir romain y trouvait alors un moyen d'intégration dans l'histoire des provinces par une sorte de réécriture de l'insertion de ces cités dans l'Empire et de leur relation avec l'administration provinciale.
À partir de la fin du IIIe siècle et surtout du IVe siècle, alors que les inscriptions à destination des magistrats municipaux se raréfièrent, les dédicaces honorifiques en prose furent peu à peu remplacées par des épigrammes élevés en l'honneur des gouverneurs. Ces honneurs élevés aux agents provinciaux entraient dans un jeu d'intégration des notables provinciaux par le biais du patronage aux élites de l'Empire. Ainsi, Sterenius Maximus Eutyche honora-t-il à Éphèse au IIe siècle son patron Attidius Tuscus, légat propriétaire de la province d'Asie proconsulaire, qui lui avait peut-être permis d'obtenir la charge de scribe questorien, de prendre part au gouvernement de l'Empire et d'intégrer par là l'élite politique. Pour les cités provinciales, voir un concitoyen prendre part au gouvernement de l'Empire constituait un honneur et un sujet de fierté. Cette intégration des notables au cercle de pouvoir, encouragée par le pouvoir central, se traduisait souvent par la mise en place d'inscriptions dans leur cité d'origine et était un ferment d'unité. Les exemples sont nombreux, à l'instar de l'Africain Quintus Dominicius Marcianus, qui mena une belle carrière prétorienne au service de l'Empire dans la seconde moitié du IIe siècle et fut honoré pour cela dans sa ville d'origine à Bulla Regia. Grandet déshonoré. De la même manière que les agents du pouvoir impérial témoignaient par des dédicaces de la présence de l'empereur et de son pouvoir dans les provinces, la damnatio memoriae et sa mise en œuvre dans les provinces constituaient un acte d'administration de l'Empire. Résultat d'un décret du Sénat, elle était ensuite appliquée sur les dédicaces et inscriptions publiques et privées mentionnant l'empereur, le membre de la famille impériale ou le haut personnage dont la mémoire était abolie. Matériellement, la sanction se manifestait par le martelage, c'est-à-dire par l'effacement au moyen d'un burin du nom de la personne condamnée sur toutes les inscriptions qui la mentionnaient. Cet effacement partiel se limitait uniquement au nom. Il ne concernait pas le reste du texte. Il était accompagné de la destruction des effigies sculptées. Parfois, des solutions plus simples et plus économiques étaient mises en œuvre, notamment dans le cas de représentations impériales. Les visages des statues étaient simplement retaillés pour les adapter aux traits du nouveau prince, comme ce fut le cas pour la tête colossale trouvée dans la basilique de Maxence à Rome. Elle représentait sans doute, dans un premier temps, l'usurpateur Maxence de 306 à 312, avant d'être modifiée pour lui donner les traits de Constantin Ier, de 306 à 337 pour son règne. Toutefois, ces décisions étaient diversement appliquées, soit parce que les cités rencontraient des difficultés matérielles dans l'exécution du décret, soit parce que les relations entretenues par la communauté avec le personnage puni conduisaient à mettre plus ou moins de zèle dans l'exécution de la peine. Cela pouvait même conduire à des martelages par erreur. Grand 3. Administrer un empire multilingue. Grand A. Les différents échelons de l'administration. Le recours aux inscriptions pour gouverner ou se mettre en scène n'était l'apanage ni de l'empereur ni du gouverneur de province. Différents acteurs de la vie administrative se saisissaient de ce moyen de gouvernement et de mise en scène du pouvoir. Le gouvernement de l'Empire passait par la participation conjointe de multiples échelons de l'administration. Les inscriptions commémoraient cette collaboration entre les différents niveaux du pouvoir. On citera par exemple le cas du miliaire retrouvé entre Beyrouth et Damas en Syrie et rappelant en 163-165 la restauration de la route détériorée. L'opération était effectuée pour le compte de l'empereur, sous l'autorité du gouverneur de province et financée par la cité. Les inscriptions permettent également de percevoir le rôle concret joué par les personnels subalternes de l'administration. Ces derniers, constitués en bureaux, véritables petites mains de l'administration, dont ils assuraient le fonctionnement quotidien, sont souvent assez mal connus par les sources littéraires qui les mentionnaient rarement. Leur rôle dans l'administration était pourtant essentiel et peut être reconstitué, non seulement à partir des sources papyrologiques, mais encore des inscriptions. Leur présence, qui garantissait la continuité de l'administration, se manifestait par exemple sur le plan épigraphique. Dans les inscriptions rendant compte des décisions judiciaires prises par le gouverneur avec son conseil, le concilium. Ils apparaissent à travers l'institution du concilium, comme les garants de la décision et leur nom cité après la sentence et gravé sur l'inscription garantissait la tenue d'un procès équitable. On trouve ainsi les noms probables des membres du concilium, du proconsul d'Afrique proconsulaire, en charge de régler l'affaire d'Onobari, déjà évoquée, sur une inscription retrouvée à proximité de la sentence déjà mentionnée. Le texte comporte une liste présentant les noms de plusieurs personnages dont la fonction n'était pas précisée, les 3 scribes et d'un aruspice, appartenant vraisemblablement à l'équipe du gouverneur. De ce point de vue, les inscriptions funéraires constituent une manne d'informations essentielles pour mieux connaître les divers acteurs de l'administration tant centrale que provinciale.
En effet, parce qu'elles rappellent la carrière du défunt, elles nous donnent à voir différentes fonctions qui nous échapperaient autrement, et permettent de constater que certains individus parcouraient l'Empire, de Rome jusque dans les provinces, au service du pouvoir. Certaines de ces inscriptions, notamment lorsqu'elles mentionnent du personnel subalterne, sont d'une si grande précision qu'elles nous font connaître le magistrat ou le bureau d'affectation, permettant de reconstituer au plus près la hiérarchie administrative. On citera par exemple, au IIe siècle, Atticus, affranchi impérial, à Libellis, agent en charge des requêtes, auprès du Fiscus Frumentarius, bureau en charge des finances liées aux distributions frumentaires, dont la mémoire est honorée à Rome par sa compagne. Grand B, la transmission de l'information. Cet usage de l'écrit dans la pratique du gouvernement supposait la mise en place d'un système de transmission de l'information. On l'a vu, un certain nombre d'inscriptions dans les provinces étaient, en réalité, la copie de décisions prises à Rome. Elles étaient relayées soit par les autorités provinciales, soit par les communautés civiques. La décision d'affichage et de diffusion dépendait de la portée du texte. Les textes, très spécifiques, faisaient l'objet d'une communication limitée aux seules populations concernées. Dans le cas par exemple du Senatus Consult de Nundinis Saltus Begensis en 138, donnant l'autorisation à un propriétaire de tenir 2 fois par mois un marché sur ses terres en Afrique proconsulaire qui avait fait l'objet d'une diffusion limitée aux seuls intéressés. A l'inverse, d'autres textes étaient publiés à l'échelle de l'ensemble de l'Empire, notamment dans le cas des mesures de portée très générale. Ces stratégies de diffusion répondaient à une logique d'efficacité politique. Grand C, la question de la coexistence linguistique. Dans la partie orientale de l'Empire, les habitants des provinces étaient pour la plupart hellénophones ou bien parlaient des langues sémitiques, notamment en Syrie, en Phénicie, en Arabie et en Mésopotamie. Certaines provinces, comme les provinces balkaniques, étaient des zones de coexistence linguistique du grec et du latin. Cette situation impliquait, de la part de l'administration, une adaptation dans la pratique du gouvernement de l'Empire. Un certain nombre de documents furent diffusés dans les 2 langues. C'est le cas par exemple du célèbre édit des prix adopté en 301 par Dioclétien pour limiter l'inflation. Le texte établissait pour chaque denrée le prix maximum de vente autorisé. Les fragments qu'on en connaît montrent qu'il avait fait l'objet d'une traduction grecque. Les autorités pouvaient également recourir à des solutions originales pour faire face à cette situation. Ainsi, le règlement pris au début du IIIe siècle par les procurateurs de la province proconsulaire d'Asie pour régler la dispute entre les villages phrygiens d'Anossa et d'Animakeia fut affiché intégralement en grec, sauf les rubriques écrites en latin structurant le texte, traduisant bien la tension qui existait entre la langue pratiquée par les autorités administratives dans leur pratique de gouvernement et la nécessité de se faire comprendre des populations locales. Le latin se maintint, voire se développa au IVe siècle dans les inscriptions à portée administrative, au moins jusqu'au début du Ve siècle, date à laquelle le grec le supplanta peu à peu en Orient. Cette association de la langue latine avec l'image du pouvoir se retrouve de façon significative par exemple sur l'inscription métrique qui ornait la porte dorée des murs de Constantinople et rappelait sa construction par Théodose Ier, 379 à 395 pour son règne, ou son petit-fils Théodose II, 408 à 450. L'adaptation des autorités à la coexistence linguistique qui caractérisait ces provinces et l'assignation à chacune des 2 langues d'un rôle et d'une place spécifique était cependant visible par exemple dans le choix d'élever 2 inscriptions sur la base de l'obélisque de l'hippodrome de Constantinople sous Théodose Ier. L'une en latin, langue de pouvoir, tournée vers la loge impériale, l'autre grecque, langue d'usage des habitants, tournée vers les tribunes des factions du cirque. Conclusion. Les inscriptions constituaient un mode de gouvernement à part entière, sous le Principat et à l'époque tardo-impériale, répondant aux défis et aux enjeux d'un empire multilingue. Gouverné par l'écrit, conduisait tous les acteurs administratifs à élaborer des stratégies originales visant à l'efficacité politique et à la mise en scène d'un pouvoir qui cherchait à intégrer les populations locales. À la fois outils de communication et éléments de théâtralisation, les inscriptions nous permettent de mesurer le rôle d'agents, y compris subalternes, dans le fonctionnement quotidien de l'administration et permettent de saisir les enjeux du gouvernement de l'Empire, qui reposait sur la collaboration entre pouvoir central, autorité provinciale et communauté locale. Chapitre 3. Les circulations du pouvoir central romain, par Sylvain d'Estéphène. À la mort de l'empereur Trajan, survenue en 117, l'Empire romain couvre une superficie d'environ 5 millions de kilomètres carrés. Il s'agit de l'extension maximale d'un empire qui,
pour la première et dernière fois de l'histoire, réunit sous une même autorité les deux rives de la Méditerranée, réparties sur 3 continents et centrées sur une mer intérieure, peuplée de 50 à 80 millions d'habitants au milieu du IIe siècle, selon les estimations les plus acceptées. Le territoire romain et sa population constituent un redoutable défi à tout contrôle politique et administratif efficace en raison de l'immensité géographique et de la diversité ethnique. En dépit de moyens techniques limités, les autorités romaines parviennent à gouverner de manière durable cette immense mosaïque territoriale et culturelle par la mise en place d'un vaste réseau routier et d'un service de transport des officiels et des nouvelles qui, malgré leur qualité, n'empêchent pas les souverains et leurs représentants de visiter en personne les provinces pour obtenir leur adhésion ou leur soumission, et assurer si besoin la protection des populations de l'Empire. Grand 1. Les infrastructures. Grand A. Chaussées et ponts. Au cours de la conquête de l'Italie, puis du pourtour méditerranéen, les autorités romaines ont voulu faciliter le contrôle et l'intégration des territoires et des peuples par la construction de voies terrestres. D'abord établies en Italie, qui détient la plus forte densité routière de l'Empire, des voies ont été ouvertes dans les provinces conquises, quitte à suivre des tracés antérieurs comme en Grèce ou en Asie mineure, dans l'ancien domaine carthaginois ou en Gaule. Le réseau routier roumain se distingue par son extension, sa qualité et sa durée. Le début du Haut Empire voit se multiplier les routes en province, et il faut attendre le milieu du IIe siècle pour qu'elles forment un réseau complet et cohérent. À cette époque, les grandes voies publiques, édifiées à l'initiative du pouvoir romain, totalisent quelques 100 000 km selon les estimations d'Anne Kolb, tandis que les voies régionales et locales, réalisées par les autorités provinciales et municipales, en couvrent le double. Au IIIe-IVe siècle, les travaux de réfection supplantent les opérations de construction pour maintenir en bon état tout le réseau routier. Son entretien pèse sur les communautés locales dont le territoire est desservi par ces voies. Loin de l'image idéalisée de routes dallées rectilignes et uniformes, les voies romaines sont en réalité de largeur variable, souvent sinueuses, et dallées principalement en Italie, sur les grands axes, au carrefour et à l'entrée des villes. La plupart des routes sont empierrées. Pour éviter les ornières, il faut changer les dalles usées tous les 20 ans et ajouter plus souvent encore une couche de gravillon. Les infrastructures facilitant les transports terrestres inclut la construction de ponts et de haltes, ainsi que les travaux de terrassement, comme le souligne en 144 l'orateur grec Aelius Aristide, lors d'un discours prononcé dans la capitale, en l'honneur de Rome, 101 pour la source. D'autres auteurs mentionnent, non sans admiration, l'étendue et la qualité du réseau routier dont a été doté l'Empire romain. L'unification du monde méditerranéen permet en outre de circuler sans risque, même si le brigandage subsiste dans certaines zones, en particulier les régions montagneuses, où le réseau routier est plus lâche en raison du relief. Le franchissement des obstacles naturels, comme les cours d'eau et les montagnes, est souvent réalisé avec un souci de facilité, voire d'économie. Les lacets serrés sont préférés à la route droite pour éviter une pente difficile au chariot. Un réseau de poteaux et de poutres soutient la chaussée, dans les marécages, sans avoir à les assécher. Le contournement est préféré au percement pour réduire le coût et la durée des travaux. Si les tunnels sont rares, il subsiste les vestiges de nombreux ponts de pierre, surtout dans la péninsule ibérique, ceux de bois ayant disparu. Certains ponts sont de véritables monuments, ayant requis l'intervention d'ingénieurs militaires ou d'architectes, surtout quand ils sont prévus pour franchir une dépression ou bien pour traverser un cours d'eau puissant ou dont le débit est très irrégulier, comme c'est souvent le cas avec le climat méditerranéen. Grand B, les bornes miliaires. L'utilité pratique et politique du réseau routier, mis au service des voyageurs et des administrateurs, apparaît avec les bornes miliaires. Il s'agit de blocs de pierre, le plus souvent de colonnes en calcaire, placés sur les routes publiques à chaque mille, soit 1,48 km. En revanche, en Gaule et en Germanie, la lieue est utilisée, de 2,2 km. L'érection de bornes miliaires a été massive au regard des témoignages connus. Alors qu'on connaissait au début du XXe siècle près de 4000 bornes miliaires provenant de tout le monde romain, un siècle après on en dénombre plus de 8000. 4 régions se distinguent par le nombre d'exemplaires conservés, l'Italie et les îles adjacentes, environ 1300. La péninsule ibérique, 1300, l'Asie mineure, 1200 et l'Afrique du Nord, près de 2000. Hormis une tentative d'exemplaires d'époque républicaine, tous datent du Haut Empire et de l'Antiquité tardive. Certains sont devenus illisibles, mais la majorité comporte encore une inscription, voire plusieurs, car l'habitude avait été prise de graver de nouveaux textes pour rendre hommage aux princes du moment.
Le texte indique en règle générale la distance en latin, parfois aussi en grec, séparant la borne milliaire du point de départ de la voie publique. Même si leur entretien régulier incombe aux cités, les voies publiques sont placées sous la supervision directe des gouverneurs et celles plus éminentes des empereurs. Alors que 50% des bornes milliaires d'Asie mineure antérieures à 284 indiquent le nom du gouverneur, agissant sous l'autorité d'un empereur, après 284, seuls 12% d'entre elles mentionnent un gouverneur, tandis que le nom de l'empereur ne manque jamais. Cette évolution manifeste l'affirmation du pouvoir central aux dépens des gouverneurs à partir de la tétrarchie organisée en 293 et de Constantin de 306 à 337. Les gouverneurs qui agissent au nom de l'empereur font aussi graver leur nom, mais peu à peu, les empereurs seuls, avec leurs titres et fonctions, subsistent sur les bornes. Ils deviennent, par excellence, ceux qui facilitent les déplacements, ceux dont le pouvoir est signalé partout dans les provinces. Ils marquent le paysage de leur pouvoir. Ces aspects ne sont pas exclusifs, comme l'illustre Aulus Lartius Macedo, gouverneur de Galatie, en 120-122, qui relie sa province au système viaire de l'Anatolie, tout en dédiant ses bornes à l'empereur Hadrien, de 117 à 138 pour son règne. La production de bornes milliaires dépend de circonstances régionales et politiques. Elle atteint son apogée au IIe siècle, dans la zone danubienne, au début du IIIe siècle en Afrique du Nord, durant le IIIe siècle dans les provinces gauloises et germaniques, au siècle suivant en Asie mineure. Les restructurations militaires et administratives fournissent l'occasion de réaliser des bornes milliaires. Toutefois, Eberhard Sauer a montré que la production variait dans le temps. Avec la crise du IIIe siècle, les inscriptions routières se multiplient en Gaule et en Germanie, au point qu'on réutilise des bornes antérieures et manifeste le souci des nouveaux empereurs de proclamer leur légitimité alors que la situation est instable. Après avoir éliminé Sévère Alexandre, Maximin de Thrace, de 235 à 238, fait partout graver des bornes milliaires. Il en subsiste environ 300, célébrant des travaux de réparation. Dans le cas de l'Asie mineure, un tiers des bornes milliaires se concentrent sous la tétrarchie de Constantin, et la plupart datent du début du règne des empereurs de cette période pour marquer leur avènement. Les bornes milliaires servent à l'orientation et à la propagande en même temps. La titulature du prince souvent se simplifie et se réduit au seul titre d'Auguste. Mais en compensation, s'introduisent des adjectifs insistant sur le caractère suprême, pieux, perpétuel ou invincible du souverain, vantant sa grandeur et faisant l'éloge de ses actions. Grand 2, le service public de transport. Grand A, Vehiculatio et Cursus Publicus. Auguste, de 27 avant JC à 14 après JC, a créé la Vehiculatio, un système de transport des officiels et des nouvelles nécessaires au fonctionnement de l'État et à l'information du prince. Suétone, Auguste, 159-5 pour la source. Perfectionné sous les empereurs successifs, ce service permet d'assurer et de sécuriser la diffusion des ordres et la circulation des représentants du pouvoir afin de maintenir un lien constant avec les autorités provinciales et municipales, civiles et militaires. Toutefois, la Vehiculatio n'équivaut pas à un service postal puisqu'elle est destinée aux serviteurs de l'Empire et non à ses administrés. Le caractère permanent de l'organisation contraste avec l'absence de service équivalent sous la République. Sa systématisation au 1er siècle et sa régionalisation au siècle suivant aboutissent à un service mieux structuré, avec à la mise en place à intervalles réguliers, de préférence, mais pas uniquement, le long des voies publiques protégées par l'armée, de lieux de halte réservés aux messagers missionnés et aux personnes autorisées par les autorités romaines. La vehiculatio constitue une forme de domination et d'imposition des provinces obligées d'assumer le coût de fonctionnement des individus, des locaux, des véhicules et des animaux utilisés par les représentants du pouvoir romain. Il revient au gouverneur de répartir ces dépenses entre les communautés civiques qui doivent contribuer à ce service par la fourniture et l'entretien d'un personnel spécialisé, de logements, de bains, de véhicules ainsi que de chevaux pour la monte et de mules pour le trait et le bas. Employés de conditions libres ou serviles, véhicules et animaux sont utilisés pour couvrir une étape et restitués aux précédents lieux de halte auxquels ils sont affectés. Comme l'a montré Lucas Lemke, à partir du début du IIIe siècle, la vehiculatio commence à transporter non seulement des individus et des documents, mais encore des charges lourdes, probablement des ressources fiscales, en raison de l'apparition de chariots tirés par des bœufs. L'accroissement des pressions sur les frontières de l'Empire se manifeste par une circulation plus grande des troupes et, en Asie mineure,
par la multiplication de plaintes de communautés civiques et surtout villageoises établies le long des voies publiques contre les réquisitions de moyens de transport. On comprend la nécessité pour Dioclétien, de 284 à 305, de réorganiser la vehiculatio, désignée depuis 300 au moins comme cursus publicus. Une étape est franchie par Constantin, qui le scinde entre un service de transport rapide des officiels et des biens précieux, avec chevaux, voitures légères et mules, et un autre plus lent pour les lourdes denrées fiscales nécessitant des chars à bœufs. Le cursus publicus est connu en particulier par une soixantaine d'extraits de lois promulgués entre 316 et 407 et conservés dans le Code théodosien. Si aucun de ces textes ne fournit un tableau de l'organisation du cursus publicus, leur lecture révèle des constances du pouvoir par-delà les règnes et les dynasties. Les empereurs sont soucieux du bon fonctionnement de ce système basé sur la contribution obligatoire des notables locaux. Ils s'attachent à lutter contre les abus commis par des représentants civils et militaires de l'État, à contrôler strictement le nombre et l'attribution des laissez-passer accordés par les responsables des administrations, ainsi que la qualité des bénéficiaires de ces permis d'utilisation du cursus publicus, au point de créer des inspecteurs justement appelés les curiosi. Grand B, mutatio, mantio et statio. Plusieurs documents attestent l'ampleur du système de transport appelé vehiculatio, puis cursus publicus. Le plus ancien a été transmis sous le titre d'itinéraire d'Antonin, d'après le nom de l'empereur Caracalla, 211 à 217. Marcus Aurelius Severus Antonius. Cette liste, mise à jour sous Dioclétien, dénombre 225 voies et plus de 200 noms de lieux répartis entre 17 axes principaux. Elle est accompagnée dans les manuscrits médiévaux d'un itinéraire maritime qui indique les distances des principales routes navigables de Méditerranée occidentale, ainsi que des îles situées en majorité autour de l'Italie et de la Grèce. Peut-être de l'époque tétrarchique, avec des ajouts du 5e siècle, date la table de Peutinger. Cette carte du monde antique, de l'Atlantique à Ceylan, conservée à Vienne et portant le nom de son propriétaire au XVIe siècle, forment un rouleau manuscrit et coloré de 7 mètres, copié vers 1200. La table de Peutinger recense environ 4000 lieues, dont quelques 550 cités, avec la distance de chaque route figurée par un trait. Indice du changement culturel opéré par le christianisme, l'itinéraire de Bordeaux énumère les quelques 460 étapes franchies en 333 par un pèlerin anonyme pour gagner Jérusalem et les lieux saints. Parti du sud de la Gaule, il est passé par l'Italie du Nord, la vallée du Danube et l'Asie mineure, puis le Levant est revenu par la Macédoine et l'Italie. Cet itinéraire, qui se limite pourtant à une partie de l'Empire, est le plus détaillé de tous, dans la mesure où il signale de manière systématique les lieux de halte présents le long des voies publiques, ainsi que des distances qui les séparent, non sans quelques erreurs parfois. L'itinéraire de Bordeaux présente l'intérêt d'établir une distinction entre le relais, appelé mutatio, où l'on peut changer d'animaux, et l'étape, dénommée manzio, qui offre des attelages, des voitures ainsi que l'hébergement et la restauration aux détenteurs du laissez-passer requis pour l'utilisation des services du cursus publicus. En moyenne, les mutationes sont établies tous les 15 km contre le double pour les mansiones, terme qui a donné en français le mot maison. La distinction qu'établit l'itinéraire de Bordeaux se révèle trompeuse au regard des autres sources, tandis que la mutatio est souvent associée, dans les extraits législatifs du Code théodosien, à une écurie et, de manière plus large, au service public de transport. La manzio peut désigner tour à tour une étape officielle, un lieu de halte pour les représentants du pouvoir, sans distinction de taille, un service de transport et surtout une agglomération routière, doublée d'un centre de perception des impôts. Quant à la statio, objet d'un volume publié par Jérôme France et Jocelyne Nélis Clément, bien qu'elle soit absente de l'itinéraire de Bordeaux, elle constituerait le terme usuel pour désigner une étape du cursus publicus, tout en possédant le sens de poste de contrôle militaire pour surveiller un axe routier ou une zone frontalière. Dans ce cas, les sources emploient également praetorium ou castellum. La grande variété du vocabulaire et les différents sens qu'un même mot peut revêtir empêche d'établir une nomenclature stricte et, comme l'a rappelé Christina Corsi, les fouilles archéologiques ne permettent pas de dresser une typologie permettant de bien distinguer une mutatio d'une manzio ou d'une statio. Notons simplement que ces infrastructures établies le long des routes publiques offrent des services dont la variété est révélée par l'ampleur des bâtiments. Grand 3, le pouvoir en déplacement. Grand A, la mobilité des empereurs.
Les empereurs Julio-Claudien de 27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ et Flavien de 69 à 96 exercent leur pouvoir depuis Rome, qu'ils quittent rarement, sinon pour inspecter des régions conquises ou insoumises et se rendent en villégiature dans les régions du Latium et de Campanie, voisines de Rome. Un changement d'échelle de la mobilité s'opère avec les Antonins, de 96 à 192, et les Sévères de 193 à 235. Des souverains comme Trajan, de 98 à 117, et Marc Aurèle, de 161 à 180, Septime Sévère, de 193 à 211, et Sévère Alexandre, de 222 à 235, jugent nécessaire de conduire en personne des opérations militaires sur le Danube, l'Euphrate, les confins de l'Écosse ou le Rhin. Il s'agit d'une mobilité voulue dans le cadre d'une guerre offensive, Trajan, Septime Sévère, ou subie en cas de guerre défensive, Marc Aurèle, Sévère Alexandre. Les pressions exercées, de manière croissante et parfois concomitante, sur les frontières de l'Empire à partir du milieu du IIIe siècle, contraignent à ce moment-là les souverains à se déplacer davantage pour repousser une invasion, écraser une usurpation ou résoudre une crise, ce qui entraîne une multiplication des résidences impériales. Dans les provinces visitées, la présence du souverain n'est pas synonyme de répression, tant s'en faut, et prend aussi la forme d'une intervention bienvenue en faveur de populations connaissant des difficultés. L'arrivée du prince est toujours salutaire dans les discours d'éloge. Si le type d'action accompli par le souverain varie au gré des circonstances, force est de reconnaître que l'urgence militaire détermine l'agenda des déplacements impériaux au IIIe et IVe siècle. Par conséquent, le prince se place non seulement avec son entourage domestique et civil, mais encore avec son armée dans le souci d'assurer le commandement des troupes et le traitement des affaires de l'Empire en tout lieu. Rapidité et mobilité deviennent des constantes des éloges d'empereurs de l'Antiquité tardive au point de leur reconnaître une forme d'ubiquité. La mort ou la capture d'empereurs lors de guerres extérieures ou civiles, comme Gordien III en 244, Dès en 251, Trébonien Gall et Émilien en 253, Valérien en 260, Carin en 285, Valence en 378, montre que la présence du prince sur le champ de bataille peut se révéler périlleuse sur le plan politique et personnel. Sans mourir face à l'ennemi extérieur ou intérieur, des empereurs sont assassinés après avoir essuyé un échec, voire une défaite, comme Macrin en 218, Maximin de Thrace en 238, Philippe l'Arabe en 249 et Probus en 282. À partir de Théodose Ier, 379 à 395, les souverains préfèrent réduire leurs déplacements et confient la conduite des guerres à leurs généraux d'origine romaine ou barbare. Il est toutefois inutile de voir dans ce retrait du prince du champ de bataille un aveu de sa faiblesse politique ou une manifestation de son impuissance personnelle, dans la mesure où la concentration des empereurs sur la capitale et sa région était fréquente, pour ne pas dire la règle, au 1er-2e siècle. Certains empereurs frappent par une sédentarité délibérée, qui n'aboutit cependant jamais à une réclusion dans la capitale et le palais, comme l'illustrent les cas d'Antonin le Pieux, 138 à 161, Commode en 180 à 192, et Lagabal en 218 à 222, Arcadius en 395 à 408 ou Honorius de 395 à 423. Tous demeurent de préférence dans leur capitale, qu'il s'agisse de Rome, de Constantinople ou de Ravenne, mais séjournent aussi volontiers dans des lieux de résidence situés dans les environs. La possibilité pour l'empereur de limiter ses déplacements à la capitale et aux régions voisines est révélatrice de sa capacité à exercer le pouvoir en déléguant une partie de son autorité civile et militaire à de hauts fonctionnaires et des officiers supérieurs nommés et révoqués en fonction de leur degré d'efficacité et d'obéissance. Grand B, politique et économie du voyage. Dans la mesure où il concentre des compétences immenses et se situe au cœur d'une machinerie administrative et judiciaire qui ne cesse de fonctionner, l'empereur peut se retrouver à tout instant sollicité par les affaires de l'État. Dans ces circonstances, il est simpliste de vouloir classer les différents déplacements du souverain selon qu'ils prennent l'aspect d'une campagne militaire, d'une tournée d'inspection, d'une visite récréative ou d'un pèlerinage. Placé au sommet de la chaîne de commandement, juge en dernière instance, détenteur de ressources considérables, soucieux de montrer sa bienveillance et sa piété, l'empereur, en mouvement, livre à ses sujets les multiples facettes de sa personne et de ses pouvoirs, selon les raisons qui motivent son voyage et les réactions que ce dernier suscite. Le départ et l'arrivée d'un empereur donnent souvent lieu à des cérémonies et des festivités publiques pour solenniser ces déplacements et les transformer en événements. Autorités provinciales et municipales sont en émoi à l'annonce d'une visite impériale, qui peut entraîner des promotions et des sanctions, selon la qualité de l'accueil réservé au prince et à sa suite.
Le mariage en 163 de Lucius Verus avec Lucilla, fille de Marc Aurèle, donne lieu à de grandes réjouissances à Éphèse, sur la côte occidentale de l'Asie mineure, avant la reprise de la guerre contre les Parthes en Arménie et en Mésopotamie. Le séjour de Septime Sévère à Lepsis Magna en 202-203 et celui de Julien à Constantinople en 361, leurs lieux de naissance respectifs, s'accompagnent de dons munificents bénéficiant à toute la collectivité. À l'inverse, l'hivernage en 215-216 de Caracalla à Alexandrie tourne au drame et aboutit à des émeutes violemment réprimées. Source de récompenses et de bienfaits, la venue de l'empereur réclame néanmoins une préparation minutieuse en raison de sa stature et de sa suite. On estime l'entourage impérial lors d'un déplacement pacifique à 5000 personnes, l'effectif devenant pléthorique en cas de guerre. Chaque voyage impérial est longuement préparé par une correspondance entre les services centraux de l'administration impériale, ses échelons intermédiaires et les autorités provinciales et municipales pour organiser le transport, l'hébergement et le ravitaillement du prince et de sa suite pour compter la réfection de la voirie, des bâtiments publics et des résidences officielles si nécessaire. Un cas extrême est représenté par l'empereur Adrien, de 117 à 138 pour son règne, qui passe 106 à 113 mois hors d'Italie sur 251 mois d'un règne pacifique. La reconstitution de ces 3 voyages par Helmut Halfmann restitue le dialogue ritualisé et cérémonieux entre le pouvoir central et les notables locaux, marqué par des dons du souverain, argent, matériaux, édifices, privilèges, appelant des contre-dons de la part des communautés, statuts et titres honorifiques, monnaie commémorative, discours d'éloge, célébrations, cérémonies religieuses. La dimension financière demeure forte, car l'entourage impérial nécessite de mobiliser les ressources sous la forme de réquisitions et de contributions qui pèsent sur les finances locales et les fortunes privées. Durant un même voyage, le prince peut lancer des travaux, corriger des abus, apporter des aides, annuler des arriérés d'impôts, vérifier l'état des fortifications et des routes, contrôler la discipline militaire, visiter des lieux célèbres ou des sanctuaires. Même si Antonin le Pieux, successeur immédiat d'Adrien, décide de cesser les déplacements jugés trop dispendieux, la mobilité reste constitutive du pouvoir jusqu'au milieu du 5e siècle. Les empereurs en déplacement accomplissent les mêmes actions que leurs prédécesseurs 2 ou 3 siècles auparavant, mais sur un espace centré sur leur capitale et désormais empreint d'une dimension chrétienne et non plus païenne. Conclusion. La sédentarité et la mobilité politique sont toutes deux nécessaires au bon gouvernement de l'Empire romain. La présence du souverain dans sa capitale constitue le gage de stabilité d'un pouvoir centralisé et le maintien de relations étroites avec la classe dirigeante incarnée par les membres du Sénat, sans jamais négliger les gardes du palais et la population urbaine. Cette sédentarité n'est pas absolue, puisque le souverain circule entre la capitale, des résidences suburbaines et des localités voisines. Les déplacements du prince, loin de la capitale, sont limités, au IIe siècle, à des voyages militaires et civils de grande ampleur et deviennent fréquents, au IIIe-IVe siècle, en raison de la multiplication des invasions. Établi au sommet d'une hiérarchie civile et militaire plus étoffée, l'empereur peut renouer dans l'Antiquité tardive avec la pratique d'une micromobilité polarisée sur une région capitale, dans la mesure où la circulation constante des nouvelles et des officiels, assurée par un service public efficace, permet de toujours relier le centre et la périphérie. Chapitre 4. Les cités face à l'empereur. Ambassade civique et diplomatie intérieure. Par Anthony Hostein. Le présent chapitre traite des relations qu'entretenaient les cités avec le pouvoir impérial. Il porte plus précisément sur les légations que les communautés civiques envoyaient de façon quotidienne aux souverains. Grand 1. Qu'est-ce que la diplomatie intérieure ? Grand A. Enjeu et définition de la diplomatie intérieure. Dans l'Empire des 2e au 4e siècle, plusieurs pratiques administratives et cultures politiques coexistent. Les mots sont cependant trompeurs. Le vocabulaire actuel du gouvernement, largement hérité du latin, donne une fausse impression de familiarité, alors même que la structure de l'Empire romain, ainsi que son fonctionnement politique, demeurait éloignée des nôtres. C'est pourtant sous la forme de figures de synthèse statiques, conçues comme des organigrammes d'entreprise, que le système du gouvernement impérial est souvent représenté dans les manuels, depuis l'empereur au sommet de l'État, jusqu'aux communautés civiques qui en constituent l'unité de base. Certes, l'Empire romain était organisé selon des règles juridiques et administratives strictes. Ses agents émanaient d'une élite dont les carrières militaires ou civiles étaient minutieusement réglées. On ne doit cependant exagérer ni la modernité ni l'efficacité de cette construction, bien qu'il s'agisse d'une idée répandue qui remonte aux travaux fondateurs de l'historien Théodore Mommsen, 1817 à 1903.
publié dans le contexte particulier des nationalismes, des rivalités européennes et de l'unification allemande. La question des ambassades civiques envoyées au prince ou à ses représentants a profondément été renouvelée à la suite des travaux de Fergus Millar et de ses élèves, en particulier Giorgio Suri. Pourtant, les synthèses et manuels récents ne consacrent au mieux que quelques lignes aux ambassades civiques, alors même que le phénomène a constitué un mode de gouvernement essentiel appelé diplomatie provinciale par Giorgio Suri, mais qu'il est préférable de qualifier de diplomatie intérieure, voire Holstein. On entend par diplomatie intérieure un système de gouvernement propre à l'Empire romain des 1er et 4e siècles, qui n'entre dans aucune de nos catégories modernes en raison de son caractère protéiforme. L'expression s'inspire, mais en l'adaptant, du concept de paradiplomatie, forgé par les politistes dans les années 1990. La paradiplomatie désigne, dans le contexte de mondialisation, la capacité des entités sub-étatiques, régions, grandes villes, à mener une politique extérieure, mais privée de l'enjeu militaire réservé aux seuls États dont elles sont des composantes. Dans l'Empire romain, la diplomatie intérieure mêle des traits et des fonctionnements caractéristiques d'une administration, procédures impersonnelles passant par l'intermédiaire de délégués et fondées sur l'échange de documents écrits normés, avec ceux d'une diplomatie qui repose sur l'envoi d'ambassadeurs traitant directement avec le pouvoir suprême par le biais d'un discours prononcé à l'occasion d'une audience officielle, voire EC, pour son nom. Il s'agit cependant d'une diplomatie désarmée, l'empereur, seule habilité à conduire les guerres. Ni administration ni diplomatie, la diplomatie intérieure apparaît donc comme un phénomène hybride qui mêle ces deux pratiques dans des proportions qui varient selon les époques et les contextes. Grand B. Vocabulaire et témoignages antiques. Le phénomène de l'ambassade, au cœur de la diplomatie intérieure, s'il est bien attesté sous la République et même avant, il repose en effet sur l'autonomie des cités-États, prend une nouvelle définition au moment de la fondation du Principat. Le vocabulaire évolue grandement, puisque l'ambassade devient un phénomène de gouvernement et de politique intérieure. On commencera par souligner les limites de l'utilisation d'un terme comme ambassade, qui est emprunté à un mot italien lui-même hérité du gaulois ambactos, celui qui est autour. Il demeure inapproprié, dans la mesure où il relève du champ des relations internationales, telles qu'elles sont définies depuis le XVIIe siècle. La force des usages est telle qu'on continuera cependant de l'employer dans sa définition restreinte. Dans l'Antiquité, des termes génériques signifiant une délégation de pouvoir sont utilisés. Legatio et legatus en latin, presbeia et presbetes en grec. Le mandat du délégué est considéré dans un décret, decretum ou psephisma. Les défraiements accordés par la cité au légat sont le viaticum, ephodion en grec. L'ambassade est gratuite quand le légat la prend en charge, ses frais, par un acte d'évergétisme. Elle est turbicaire quand l'audience se tient à Rome, dans l'Urbs, et pérégrine quand elle a lieu dans les provinces. Les ambassades de cité sont bien documentées. Les textes de loi, d'après le Digesté, placent l'accent sur leur régulation, de même que les lois municipales promulguées entre Jules César, de 49 à 44 avant Jésus-Christ, et les Flaviens, de 69 à 96, toujours en vigueur au IIe-IIIe siècle, ainsi la loi d'Urso, ou celle d'Hyrnie, en Bétique. Ces règlements montrent que le phénomène était très fréquent en Occident. Les inscriptions font connaître les réponses favorables des princes aux ambassades, qu'on appelle les lettres, ainsi que les honneurs accordés aux légats, qui ont mené à bien leur mission, parfois à leurs frais. Elles montrent une image idéalisée et partielle du phénomène, avec des différences de pratique entre les provinces hellénophones et latinophones. Plusieurs dossiers papyrologiques apportent des informations très détaillées sur des légations envoyées par les cités égyptiennes d'Alexandrie ou d'Hermopolis Magna, entre Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, et Galien, de 260 à 268. Quant aux textes littéraires, ils recouvrent des réalités très variées. Les sources historiques relatent des ambassades intervenues à l'occasion d'événements jugés dignes de mémoire, Dion Cassius, Hérodien, Amien Marcellin, dans l'Histoire Auguste. Le recueil épistolaire de Pline le Jeune au début des années 110 fait connaître des situations concrètes d'ambassade. Il faut compter enfin avec les œuvres mentionnant des rhéteurs ou des discours de légats, qu'il s'agisse de biographies, comme dans Philostrate, de pièces oratoires, Aelius Aristide, Panégyrique d'Autun, Themistius, Synesius, ou de traités, Ménandre le rhéteur. Grand 2, envoyer une ambassade, procédures et objectifs. Grand A, recruter et désigner de bons représentants. Si la majorité des légations sont civiques, la procédure d'envoi d'un représentant auprès du pouvoir impérial peut aussi émaner d'une entité infracivique, non civique ou provinciale, comme par exemple un vicus,
un bourg rural, un grand domaine impérial ou encore une assemblée provinciale du culte impérial, concilium quanon. L'ambassade est une charge obligatoire ou munus, et non un nonos, associé à une magistrature. On parle de liturgie dans le monde grec. La lourdeur de la charge, les risques encourus durant le voyage, malgré la réduction de la piraterie et du brigandage durant la paix romaine, font de la Légion une charge peu prisée. Comme le précisent en détail les lois municipales et certains décrets, le recrutement s'opère à l'intérieur du corps civique, par tirage au sort et rotation, afin de ne pas accabler les mêmes individus. Au sortir de la Légion, des exemptions peuvent être accordées. Dans les faits, pour des missions dont l'enjeu est jugé crucial pour la cité, les légats sont désignés parmi les premiers en rang, ceux dont la richesse, la dignité sociale et les capacités oratoires offrent les meilleures garanties de succès. L'ambassade, enfin, était parfois accompagnée d'un légat particulier, à savoir la statue du dieu civique. Portée en procession, elle présidait la légation et en soulignait le caractère solennel lors des audiences. L'obligation de succès a conduit les autorités civiques dès les premiers temps du Principat à élire des légats ou profils particuliers. De fait, ces ambassadeurs sont tous des notables importants, riches, décurions, chevaliers, sénateurs. Quand ces grands personnages sont absents du corps civique, le recours à l'intercession d'un patron, c'est-à-dire d'un protecteur, était monnaie courante au moment de l'audience devant le prince. Durant le Haut Empire, on voit émerger dans la documentation une catégorie d'individus que leur capacité de médiation prédispose à représenter leur communauté. Anciens administrateurs impériaux, officiers et soldats d'élite, rhéteurs publics, prêtres du culte impérial, local ou provincial, athlètes réputés. On soulignera ici l'importance prise au fil du temps par les gens de lettres, les plus aptes à réussir ce genre de mission en raison de leurs capacités oratoires et de leurs insertions dans les rouages du gouvernement impérial. Grand B, pourquoi envoyer des ambassades? Les autorités locales envoient des ambassades ordinaires ou exceptionnelles. Les ambassades aux princes, à Rome ou dans les provinces, appartiennent à la seconde catégorie, tandis que celles adressées au gouverneur provincial ou au procurateur financier, destinées à régler des affaires courantes, relèvent de la première. Il convient d'ajouter les légations annuelles, envoyées à l'assemblée provinciale chargée du culte impérial. Il existait aussi une intense activité diplomatique entre les communautés elles-mêmes, à caractère honorifique, bien attesté sur les monnayages et les inscriptions des cités d'Asie mineure du IIIe siècle. Quand une guerre civile obligeait à prendre le parti de l'un des protagonistes, comme ce fut le cas par exemple en 193 ou 238, les légations pouvaient réactiver une diplomatie militaire, non sans risque, si la cité avait soutenu le prétendant vaincu. Enfin, on mentionnera les légations envoyées au Sénat, moins fréquentes à partir du IIe siècle, auquel l'empereur pouvait participer en sa qualité de premier princeps membre de l'Assemblée. L'envoi d'une légation répond à des objectifs variés qui peuvent se recouper. Au premier chef, il s'agit de rencontrer directement le souverain, afin de le louer, de l'émouvoir, de le placer dans de bonnes dispositions, plutôt que de suivre une procédure administrative impersonnelle par voie épistolaire, passant par l'intermédiaire du gouverneur et de la chancellerie. L'ambassade peut d'abord être purement honorifique. Elle vise à honorer le prince et les siens par un discours d'éloge et l'octroi de cadeaux. Ce type d'ambassade prend généralement place au moment de la célébration d'événements liés au souverain et à sa famille. Victoire, naissance, mariage, jubilé, association d'un héritier, etc. La légation peut aussi être contentieuse. Elle s'insère dans une démarche juridique, d'arbitrage ou d'appel, auprès de celui qui est en droit le juge suprême. Le contentieux peut porter sur des relations conflictuelles avec un représentant du prince, avec un membre éminent de l'élite locale ou encore avec des communautés voisines, par exemple pour des problèmes de bornage. Il existe enfin des délégations destinées à soumettre une supplique afin d'obtenir un privilège, de bénéficier d'une aide extraordinaire ou d'exemption fiscale en raison de difficultés internes ou après une catastrophe naturelle. Grand 3, de la cité au prince. Grand A, se rendre auprès du souverain. Le voyage et le trajet constituent des contraintes fortes qui expliquent le coût des ambassades et les efforts déployés par les notables municipaux pour s'y soustraire. L'envoi d'une ambassade au sein de la province demeure plus simple, mais ce type de légation, banal et routinier, ne permet pas à l'ambassade de tirer grand profit de sa mission. Atteindre le souverain n'est pas chose aisée quand il est en campagne ou en tournée. Situation fréquente entre Trajan, 98-117, et Arcadius, 395-408. Les inscriptions font connaître des légats ayant parcouru l'Empire pour rattraper l'empereur et sa suite. L'amélioration du réseau routier et des infrastructures d'hébergement et de communication, ou encore la meilleure sécurité assurée sur les routes maritimes,
ont contribué à faciliter les déplacements des ambassadeurs à l'intérieur de l'Empire. Ils peuvent compter sur les hébergements dans les ports et les cités, sur la protection des soldats, sur les voies principales et sur des infrastructures spécifiques comme les stationes appartenant aux cités. Le mot, qui peut aussi désigner les relais du cursus publicus, sert à définir les espaces de représentation politiques et commerciales que les cités possèdent à Rome, Pouzzoles ou Ostie. Grand B, l'audience officielle. L'audience constitue le moment crucial de la légation. Elle peut se faire dans différents cadres, publics ou privés, au Sénat ou au Palatin, dans des temples et jardins, en Italie et partout où séjourne le prince. Toutes les cités n'ont pas un accès direct ni rapide au souverain. La durée de la procédure dépend de leur rang et de leur statut, ou encore des membres de l'entourage impérial qui peuvent accélérer la démarche en intercédant. Sous le Haut Empire, la cérémonie respecte un ordre protocolaire mais sans rituel strict. Les légats portent des insignes liés à leur dignité, se présentent selon leur rang, avec la statuette de leur dieu civique, accompagnée des cadeaux qu'ils destinent au souverain. Ils sont introduits devant le prince et son conseil par son chambellan, ou un membre de la chancellerie. Ce n'est plus le cas au IVe siècle quand se met en place un cérémonial sophistiqué au consistoire, marqué par le rituel de la proskinèse, prosternation, organisé par des dignitaires palatins appelés sélancières. Ces derniers, chargés de l'étiquette, veillent à imposer aux légats, simples sujets, la distance nécessaire avec le souverain sacralisé. Entourés des plus grands dignitaires, assis en hauteur sur une estrade richement ornée. A l'inverse, sous le Principat, les sources montrent un prince généralement accessible, siégeant parmi les membres de son conseil et de la chancellerie, à l'image des magistrats traditionnels, écoutant pendant plusieurs heures les discussions prononcées devant lui, dialoguant avec les ambassadeurs quand il le juge nécessaire. Le discours de l'ambassadeur ou du patron qui accompagne les légats constitue le moment le plus important du rituel. Il permet d'émouvoir, d'infléchir ou de convaincre le prince avant de présenter les décrets votés par le conseil municipal. Passé l'audience, les légats sont invités à attendre la réponse écrite de la chancellerie, émanant de la décision du conseil impérial, quelle que soit la nature de l'ambassade. L'empereur peut alors remercier, accorder des privilèges, prononcer un jugement ou rejeter les requêtes. Les délais pour obtenir cette réponse peuvent être importants et varient en fonction de la dignité des communautés et de leurs patrons. Une fois obtenue la réponse écrite sous la forme d'une lettre de chancellerie, commence le voyage retour, par les mêmes moyens et avec les mêmes risques qu'à l'aller. L'arrivée dans la cité et le rapport transmis au conseil municipal constituent un moment délicat pour les légats. Si un échec les déshonore et les affaiblit, en revanche, la réussite de l'entreprise renforce leur prestige au sein de la communauté. En Orient, des honneurs sont votés et des statues érigées. De même que sont affichées dans un lieu public, salle du conseil de la cité, théâtre, etc., les réponses impériales quand leur contenu est jugé digne d'être gravé, voire clodon. En Occident, si les légations sont tout aussi fréquentes, les pratiques honorifiques qui leur sont associées diffèrent. Ne sont en effet honorés publiquement que les légats ayant accompli de nombreuses missions et à leurs frais. Quant aux lettres du souverain, peintes ou gravées sur des supports périssables ou réemployés tels que le bois et le bronze, elles ne sont attestées que par de rares documents fragmentaires, voir Rodriguez Neila et Torregare Pagola. Grand C, les réponses du pouvoir impérial. La multiplication des légations auprès du souverain, sommet du pouvoir vers lequel tout converge et s'organise, conduit dès le 1er siècle à un engorgement des audiences officielles. La question de la régulation des ambassades se pose d'autant plus que la procédure, par son coût, menace les finances des cités. Les lois municipales promulguées par les princes au 1er siècle, en vigueur jusqu'au 3e siècle, consacrent de longs articles à définir les procédures d'envoi, de sélection, de défraiement des légats, ainsi que les pénalités visant les réfractaires. Plusieurs princes promulguent des lois limitant le nombre de membres au sein d'une légation, voire souris. Face à la multiplication des ambassades et des procédures administratives qui leur sont associées, les princes, à partir de Claude, de 41 à 54, améliorent l'administration palatiale et la chancellerie, en créant de grands bureaux confiés à des affranchis qui dirigent une importante administration composée d'un personnel servile spécialisé, juristes, secrétaires, archivistes. Au cours du IIe siècle, ce personnel affranchi est peu à peu remplacé par des procurateurs de rang équestre. Ce sont les membres de ces bureaux qui préparent les dossiers et produisent la réponse écrite qui est confiée aux légats après l'audience. Cette volonté de réguler les ambassades par des lois ou des décisions ponctuelles, préconisées par Mécène dans le discours fictif que Dion Cassius lui attribue, dans Histoire romaine 52-39 pour la source, n'a semble-t-il pas eu d'effet réel sur les pratiques. L'empereur et ses agents, dans un empire marqué par un sous-encadrement administratif, ne disposaient pas des moyens de contrôler l'application de telles décisions.
Ces règlements allaient de surcroît à l'encontre de l'obligation morale du souverain d'être accessible et de manifester patience, affabilité et écoute dans ses pratiques de gouvernement, 3 vertus nécessaires pour apparaître comme un bon gouvernant. Pour le prince, la confusion directe avec les cités et les administrés dans le cadre des légations, si elles pouvaient être un fardeau, n'en demeurait pas moins un moment privilégié et nécessaire pour resserrer les liens avec ses sujets ou concitoyens et mettre en scène son pouvoir légitime à travers ses gestes et faits. Les déplacements impériaux remplissaient des fonctions similaires. L'audience des légats à Rome ou ailleurs, motivée par le besoin d'une relation directe avec le pouvoir, était une liturgie politique, reposant sur un cycle de pétitions et de réponses, voire millards, ou d'échanges honorifiques justifiés par des mérites. L'audience permettait de proclamer réciproquement sa légitimité et d'échanger des bienfaits concrets ou symboliques. En dispensant ainsi privilèges et honneurs, le souverain s'imposait comme le centre et le point d'équilibre de l'édifice impérial, celui qui distingue, hiérarchise et ordonne les communautés et les hommes. L'ambassade, en tant qu'acte de gouvernement ritualisé, participait ainsi, au même titre que le culte rendu aux empereurs, à l'intégration des communautés civiques, à l'ordre et à l'unité construits autour de la figure commune et protectrice du prince. Grand 4. Le presbytikos logos et les valeurs de la diplomatie intérieure. Grand A. Qu'est-ce qu'un presbytikos logos? L'allégation constitue également un idéal civique, voire hurlet. Celui-ci repose sur l'idée que chaque cité est une communauté juridique autonome, attachée à sa liberté, la libertas ou eleutheria, qu'elle doit défendre, réaffirmer ou améliorer, voire Jacques. Les statuts civiques et les privilèges qui leur sont associés sont au cœur de ces enjeux. Le discours des ambassadeurs et la réponse écrite du prince témoignent de l'existence, dès les débuts du principat, d'un langage politique et d'une rhétorique fondée sur une culture et des valeurs communes, voire Holstein. Le genre du discours d'ambassade, presbytikos, logos en grec, est bien connu par un traité de rhétorique rédigé en grec par un certain Ménandre à la fin du IIIe siècle. L'auteur livre les recettes de composition de discours devant le prince, sans omettre les nombreuses déclinaisons, pour l'envoi d'une couronne d'or au souverain, l'invitation d'un officiel, etc. Le discours d'ambassade repose sur la rhétorique de l'éloge. Le presbytikos logos est construit en 2 temps. Il commence d'abord par l'éloge du prince, de ses vertus et qualités civiles ou militaires, de son bon gouvernement. Viennent ensuite les louanges de la cité, de ses qualités et mérites, de son passé mythique et historique. Dans le cas d'un appel à l'aide, il est prévu d'émouvoir le souverain et d'implorer sa bienveillance pour le convaincre. Une fois le discours prononcé, est donnée lecture du décret civique à l'origine de la légation. Grand B, la rhétorique au service de la cité et de l'unité impériale. Ce type de discours obligeait les élites qui souhaitaient se présenter devant le prince à maîtriser l'art oratoire. Il fallait avoir été formé à la paideia. Ce système éducatif et culturel, originaire de l'Orient hellénophone, est développé au IIe siècle dans le cadre de la seconde sophistique. Les topiques du discours d'ambassadeur soulignent combien, par-delà les aspects administratifs, entraient en considération des enjeux culturels et idéologiques qui comptaient autant que le droit dans la décision finale rendue par le prince. Voilà un des traits majeurs de la diplomatie intérieure. Ces topiques formaient un ensemble cohérent de proclamations, d'allégeance à l'Empire et d'adhésion aux valeurs de la paideia, affirmation publique de loyauté envers Rome sur le plan institutionnel, envers le souverain et sa maison à titre personnel, reconnaissance d'un passé commun, mythique et historique. Enfin, rappel de l'intégration territoriale, monumentale, économique et culturelle de la cité dans l'édifice impérial, sans omettre les particularismes qui font son identité. Des cités comme Ilion et Aphrodisias en Asie mineure ou Ségestée en Sicile ont ainsi bénéficié de grands privilèges au prétexte qu'elles abritaient, sur leur territoire, un sanctuaire dédié à Aphrodite, correspondant aussi à Vénus. Il suffisait aux légats de rappeler cette parenté légendaire avec une déesse considérée par les Romains et les empereurs comme un commun ancêtre pour défendre et accroître le prestige de leur communauté. Conclusion, la fin de la diplomatie intérieure. Le nombre des ambassades civiques diminue quand les idéaux qui font de la diplomatie intérieure disparaissent au gré des changements politico-militaires des années 250-320. La nécessité pressante de défendre un empire attaqué de toutes parts en prélevant davantage d'impôts a conduit à la fin des statuts municipaux différenciés, stipendiaires, libres, municipés, colonies, etc. et à l'amoindrissement de l'autonomie des cités, selon Claude Lepeley. La diminution du nombre des ambassades se poursuit au IVe siècle. 2 facteurs ont contribué à précipiter ces évolutions.
Le premier correspond à un changement dans la culture politique, avec la sacralisation et la distanciation du prince, assimilé de plus en plus à un roi plutôt qu'à un magistrat accessible. Le second est lié aux réformes de l'appareil de gouvernement et des maillages territoriaux, qui ont entraîné le contrôle plus tatillon du gouverneur, des vicaires et des préfets du prétoire sur les communautés civiques, en particulier en matière de fiscalité et de finances locales. Pour autant, la vivacité de la civilisation municipale ne faiblit pas, comme cela a pu être observé dans plusieurs provinces au temps des Constantiniens et des Valentiniens. Et la pratique de l'ambassade civique, si elle se raréfie, se maintient, comme en témoigne par exemple le dossier épigraphique d'Arcistus en Phrygie. L'allégation vise alors davantage le gouverneur que le prince, même si ce dernier accorde encore des audiences, mais au consistoire, selon un rituel évoqué plus haut, encore attesté par de rares sources, comme celle relatant l'ambassade de Synesius de Cyrène auprès d'Arcadius entre 397 et 399. Le phénomène de la diplomatie intérieure disparaît au 5e siècle.